Pendant de nombreux siècles, les majestueuses pyramides d'Égypte se dressèrent au-dessus du désert, dissimulant les secrets d'une civilisation autrefois florissante. Ce silence fut finalement rompu en juillet 1799. Lorsqu'un soldat français découvrit une grande pierre gravée près de la ville de Rosette, à environ 55 km d'Alexandrie. Cet artefact, aujourd'hui appelé la pierre de Rosette, était couvert de plusieurs systèmes d'écriture, dont des hiéroglyphes. Sa traduction ressuscita une langue perdue depuis des millénaires, ouvrant ainsi la porte aux merveilles de l'Égypte antique. On décrit souvent l'Égypte comme le don du Nil, une expression attribuée à l'historien grec Hérodote. Chaque année, les eaux de crue du fleuve déposaient un limon fertile sur la vallée, avant de se retirer, créant ainsi des conditions idéales pour l'une des premières sociétés agricoles de l'humanité. Pendant des millions d'années, le Nil a façonné son lit au cours de l'époque du Miocène, modelant le paysage tel que nous le connaissons aujourd'hui. Vers la fin du Paléolithique, les habitants de cette région fabriquaient des flèches et des harpons, taillaient des outils en os et travaillaient les peaux d'animaux. Ils produisaient également de la poterie, comme l'attestent des découvertes archéologiques dans la région de Fayoum. La datation par le carbone de ces sites, qui remontent à environ 4640 jusqu'à 4250 ans avant notre ère, confirme que des céréales étaient récoltées et stockées dans de simples abris faits de roseaux enduits de boue. Ces premiers habitats formèrent la base de l'établissement permanent le long du fleuve. Traditionnellement, l'Égypte se divisait en deux territoires. Le Bas-Égypte se trouvait au nord, où le Nil se séparait en plusieurs bras formant le delta, tandis que la Haute-Égypte s'étendait vers le sud jusqu'à Assouan. Vers 3000 ans avant notre ère, le roi Narmer unifia ces terres sous une seule autorité. Bien qu'elles fussent rassemblées, chaque région conserva sa propre couronne royale. La Hedjet blanche pour la Haute-Égypte et la Décherette rouge pour la Basse-Égypte. Les pharaons, salués comme souverains des deux contrées, portaient la pschent, une double couronne symbolisant leur règne sur l'Égypte unifiée. L'époque prédynastique de l'Égypte s'étend approximativement de 6000 jusqu'à 3150 ans avant notre ère, allant de la période paléolithique jusqu'à la période néolithique pour se terminer au début de la première dynastie, bien qu'aucun texte de cette époque ne nous soit parvenu. Les objets découverts dans la vallée du Nil mettent en lumière les cultures qui s'y sont implantées. Les chercheurs ont traditionnellement attribué à ces cultures les noms des sites où leurs vestiges furent retrouvés, plutôt que les noms que ces sociétés auraient pu employer pour elles-mêmes. Entre l'Égypte et la Nubie, une culture appelée Halfan prospéra vers 30 000 ans avant notre ère. Plus tard, vers 10 000 ans avant notre ère, en émergèrent des groupes comme les Kadanes, Sébiliens et Arifiennes. Il s'agissait surtout de chasseurs-cueilleurs qui, progressivement, commencèrent à se sédentariser avec l'essor de l'agriculture. L'une des plus anciennes cultures agricoles se trouvait dans l'oasis du Fayoum, un bassin naturel situé au sud-est du plateau de Djiza. Là vivaient les gens de Fayoum-A entre environ 9000 et 6000 ans avant notre ère.
Ils bâtissaient des habitations dans roseaux, souvent dotées de stocks souterrains pour les céréales, et complétèrent leur agriculture par la chasse et la pêche. Ils élevaient des bovins, des moutons et des chèvres, et confectionnaient des paniers ainsi que de la poterie. Au fil du temps, des chefs tribaux émergèrent comme dirigeants et leur autorité put être transmise au sein des familles. À mesure que les communautés s'étendaient, les gens passèrent de petits groupes nomades à des implantations plus importantes et plus stables à travers tout le delta du Nil. L'une de ces cultures, Merimde Beni Salama, connut son apogée entre environ 8000 et 4000 ans avant notre ère, dans la partie ouest du delta, où l'on a trouvé des indices de stockage de céréales dès le néolithique ancien. Les habitants cultivaient du blé, de l'orge, des lentilles, des pois et du lin, et ils domestiquaient des animaux pour subvenir à leurs besoins. Les crues annuelles du Nil déposaient du limon et de la boue sur les sols, créant ainsi les conditions fertiles qui rendirent possible l'agriculture égyptienne. Les Égyptiens de cette époque creusaient des bassins pour emmagasiner l'eau de la crue, constituant un système rudimentaire d'irrigation pour leurs récoltes. Au fil des siècles, de nouvelles cultures apparurent, chacune s'appuyant sur les succès des précédentes. Vers 4000 ans avant notre ère, la culture, elle, Omari, érigea des maisons circulaires en torchis, une avancée notable par rapport aux huttes en roseaux existantes. En Basse-Égypte, qui comprend la région septentrionale du delta, près de la mer Méditerranée, diverses communautés prirent forme et prospérèrent. Dans le sud, en Haute-Égypte, la culture Badari apparut comme une société partiellement nomade, vivant sous des tentes, avant d'adopter progressivement des demeures fixes. Elle fut suivie par la culture amratienne, également appelée Nakadaoun, reconnaissable à des maisons plus perfectionnées, munies de fenêtres, de foyers et de murs composés de clayonnage et de boue. Autour des portes, on construisait des brise-vents pour se protéger des rafales désertiques. Vers 3500 ans avant notre ère, la momification devint plus fréquente et l'on enterrait souvent les défunts avec des objets personnels. La culture jerseyenne, aussi appelée Nakada II, développa les réseaux commerciaux, suscitant d'importantes innovations en art et en architecture. De nombreuses constructions de cette culture, y compris les demeures les plus aisées, étaient réalisées en briques séchées, au soleil, et entourées de cours intérieures closes. Peu à peu, Abydos, situé au nord de Nakada, s'imposa comme un site funéraire majeur et évolua en une vaste nécropole. Les inhumations y commencèrent avec de modestes tombes de briques crues, remplacées plus tard par de plus grands édifices soigneusement taillés dans la pierre. Les rois finiraient par choisir Abydos pour y édifier leur vaste tombe royale, mais les vestiges révèlent que des gens de toutes les régions du pays y amenèrent également leurs défunts. À ce stade, les cités de Xoïs dans le delta et Hierakonpolis, en Haute-Égypte, étaient déjà devenus des centres importants, tandis que Tinis et Nakada connaissaient aussi la prospérité. Entre 3400 et 3200 ans avant notre ère, les premières formes d'écriture hiéroglyphique apparurent. Des archéologues ont retrouvé des symboles sur des poteries et de l'ivoire près d'Abydos, même si des phrases complètes n'apparaissent qu'environ 5 siècles plus tard, sous le règne du roi Péripsène de la deuxième dynastie. À mesure que le commerce se développa et que la population augmenta, de petits villages de briques évoluèrent vers des zones urbaines plus grandes, susceptibles de rivaliser parfois pour obtenir des ressources et des routes commerciales. 3 cités-États dominantes
se démarquèrent en Haute-Égypte, Tinis, Nakada et Hierakonpolis, qui luttaient pour le pouvoir. Des combats opposèrent des dirigeants mystérieux, désignés sous le nom de rois scorpions, et plus tard, de figures appelées Ka et Narmer. Certains chercheurs suggèrent que Scorpion Ier, Scorpion II et Ka furent les derniers dirigeants de l'époque pré-dynastique, juste avant que le roi Narmer ne soumette à la fois la Basse-Égypte et la Haute-Égypte, instituant la première dynastie et marquant le début officiel de l'histoire égyptienne consignée. La période tinnite de l'Égypte commença approximativement entre 3150 et 2613 ans avant notre ère. Elle représente le début de l'histoire documentée du pays. Au cours de cette ère, la Haute-Égypte au sud et la Basse-Égypte au nord furent réunies sous une seule autorité et la monarchie acquit un statut divin. Une culture égyptienne caractéristique prit également forme, incluant des avancées dans l'écriture, les arts et les sciences. Ménès, souvent associé à Narmer, était un souverain originaire de Haute-Égypte. On suppose qu'il venait de Tinis ou de Hierakonpolis, d'où il soumit d'abord les cités voisines, avant de conquérir la Basse-Égypte vers 3100 ans avant notre ère. Il consolida les liens entre les régions en épousant la princesse Naïthotep de Nakada et mena des campagnes en Basse-Égypte pour réprimer les révoltes et étendre son influence en Canaan et en Nubie. Sous son règne, de vastes projets de construction furent lancés et les centres urbains se développèrent rapidement. Ménès fut remplacé vers 3100 ans avant notre ère par Oraha, qui poursuivit les actions militaires de son père et manifesta un vif intérêt pour les traditions religieuses. Sous le règne d'Oraha, on édifia la première mastaba, ce qui reflète de nouvelles conceptions de l'au-delà. Le successeur d'Oraha, Djer, gouverna à partir d'environ 3050 ans avant notre ère, suivi par Djet vers 3000 ans avant notre ère. Djet épousa la princesse Mernait, qui aurait peut-être exercé le pouvoir seule, constituant le plus ancien exemple connu d'une femme exerçant l'autorité royale. Den accéda au trône vers 2990 ans avant notre ère et est considéré comme le monarque le plus accompli de la première dynastie. Il régna pendant 50 ans, favorisant l'expansion économique, menant des campagnes militaires réussies et commanditant d'importants projets de construction et œuvres artistiques. Den fut également le premier roi représenté avec les deux couronnes de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte, illustrant l'unité. Deux rois ultérieurs, Anedjib et Semerkhet, affrontèrent de fréquentes révoltes et peinèrent à maintenir leur pouvoir. La dynastie s'acheva avec Kaa, dont la mort provoqua une crise de succession. Hotepsekemwi en sortit vainqueur et fonda la deuxième dynastie vers 2890 ans avant notre ère. La deuxième dynastie se caractérisa par de maigres archives et des conflits internes répétés. Hotepsekemwi, qui signifie « les deux puissances sont en paix », est crédité d'avoir unifié des princes en guerre, même si son règne fut encore marqué par des troubles. Raneb, également appelé Nebra, associa son nom au dieu, soulignant le rôle sacré du roi. Un autre souverain, Péripsen, choisit de s'identifier au dieu Seth plutôt qu'à Horus, peut-être pour des raisons politiques en Haute-Égypte, malgré des hypothèses initiales suggérant qu'il promeuvait une divinité unique. Les objets datant de son règne montrent la poursuite du culte
de nombreuses divinités, tandis que le royaume prospérait dans les domaines du commerce, de la religion et des activités artistiques. Péripsène fut suivi par Khasekhemwy, qui poursuivit les chantiers de construction, renforça l'unification et engendra le futur pharaon Djéser. Au terme de cette période, la monarchie et les bases culturelles de l'Égypte étaient solidement établies, laissant présager les réalisations des ères suivantes. La troisième dynastie d'Égypte débute avec le roi Djéser, célèbre pour sa pyramide à degrés à Saqqara. Les récits de Manéthon ne sont pas clairs quant à Sanakht, laissant subsister des interrogations sur la durée exacte de son règne ou même la forme de son nom. En réalité, les références à Sanakht figurent seulement sur la liste royale d'Abydos, dans le papyrus de Turin, et sur 2 reliefs découverts dans la Mastabaka, 2 d'un site appelé Beit Kalla. Djéser régna au moins 20 ans, comme en témoignent les nombreux monuments qu'il commanda. Il mena des expéditions militaires dans la région du Sinaï et maintint l'unité nationale, créant un climat favorable aux progrès architecturaux et artistiques. Sa pyramide à degrés à Saqqara, près de Memphis, est considérée comme la plus ancienne pyramide d'Égypte. Cet édifice fut conçu par Imhotep, l'architecte du roi, son vizir, astrologue, premier ministre et sage, qui fut plus tard divinisé comme dieu de la médecine en Égypte et en Grèce. Une statue mise au jour sur le site de la pyramide porte le nom et les titres d'Imhotep, dont chef des sculpteurs et maître des voyants. Les archives de l'Ancien Empire montrent que le magicien en chef occupait souvent aussi la fonction de médecin principal du royaume. À l'origine, on prévoyait une simple mastaba à sommet plat et côté en pente, mais la pyramide à degrés fut profondément transformée par le plan ambitieux d'Imhotep. Il empila plusieurs mastabas de plus en plus petits, les uns sur les autres, formant une structure à 6 niveaux. Au lieu de briques d'argile habituelles, les constructeurs utilisèrent de grands blocs de pierre ornés de motifs évoquant les roseaux et d'autres plantes. Une fois achevée, la pyramide culminait à environ 62 mètres, ce qui en faisait la construction la plus impressionnante de son époque. Pour protéger les restes du roi et ses biens funéraires, ces chambres funéraires furent creusées sous la pyramide, au milieu d'un labyrinthe de couloirs et de pièces de stockage. Malgré cela, le tombeau fut pillé dans l'Antiquité et il n'y resta que le pied de Djéser. En dépit de cette perte, la conception de la pyramide à degrés illustra le génie novateur des bâtisseurs de la troisième dynastie. Ils édifièrent également d'autres monuments remarquables, parfois appelés la pyramide ensevelie et la pyramide en couche, préparant la voie aux pyramides aux parois lisses de la 4e dynastie, qui continuent à fasciner le monde de nos jours. L'Ancien Empire d'Égypte, également appelé l'âge des pyramides ou l'âge des bâtisseurs de pyramides, s'étendit de la 3e à la 6e dynastie et atteignit son apogée durant la 4e. C'est à cette époque que le roi Snéferu perfectionna l'art de la construction pyramidale et que les magnifiques pyramides de Gizeh furent élevées sous Khéops, Khéphren et Mykérinos. Les textes et inscriptions subsistant de cette période sont limités. Les historiennes et historiens s'appuient donc essentiellement sur des monuments de pierre, des statues et des inscriptions trouvées à l'intérieur
ou à proximité des temples et ensembles funéraires pour reconstituer les événements et les dates. Ainsi, la tombe du roi Ounas de la 5e dynastie contient les plus anciens textes des pyramides connues qui dévoilent les croyances religieuses de l'époque. Sous l'Ancien Empire, un puissant gouvernement central prit forme à Memphis, dirigé par un monarque dont le règne était considéré comme divinement ordonné. L'art, l'écriture et les techniques de construction progressèrent, nous léguant le plus grand héritage de l'Égypte antique. Les imposantes pyramides et la grande sphinge de Gizeh. Cependant, seule une fraction des œuvres d'art et des inscriptions de l'Ancien Empire nous est parvenue. Beaucoup de sculptures et de bas-reliefs de l'époque affichent un style homogène, reflétant les goûts de l'élite de la capitale. Qu'elles soient grandes ou petites, ces réalisations se distinguent par leur précision étonnante, et les Égyptiens des époques ultérieures continuèrent à les vénérer. Les Égyptiens de toutes classes partageaient un même cadre religieux, bien que les distinctions de richesse et de statut social se prolongent jusque dans l'au-delà. Les plus fortunés pouvaient se permettre des tombes richement préparées, tandis que les autres ne le pouvaient pas. Le seul obstacle majeur à une sépulture appropriée était de mourir à l'étranger, car les Égyptiens pensaient qu'il fallait être inhumé sur la terre natale pour ressusciter à la vie éternelle. Rapatrier le corps en Égypte était donc d'une importance capitale, afin de l'enterrer selon les rites requis. La mise en place de l'immense main-d'œuvre nécessaire à la construction des pyramides exigeait une bureaucratie efficace. Au sommet de cette hiérarchie se trouvait le roi, considéré comme propriétaire de toutes les terres par mandat divin. En dessous de lui, un petit groupe de fonctionnaires lettrés gérait l'administration, les affaires militaires, la fiscalité et les grands projets. Le vizir, analogue à un premier ministre, coordonnait les affaires quotidiennes, contrôlait la communication via les scribes et répartissait les missions auprès des gouverneurs et des chefs militaires. L'un des premiers monuments fréquemment associés à l'Ancien Empire est la pyramide de Méidoum, longtemps attribuée à Houni, dernier roi de la 3e dynastie. Toutefois, des preuves suggèrent que ce fut en réalité Sneferu, le premier souverain de la 4e dynastie, qui reprit et peut-être acheva cette pyramide, appelée plus tard la fausse pyramide, en raison de son revêtement extérieur effondré. Sneferu construisit ensuite 2 autres pyramides à Dachour. La première, connue sous le nom de pyramide rhomboïdale, commence avec un angle prononcé qui change ensuite brusquement vers une pente plus douce, lui conférant son profil caractéristique. Il est probable que ce choix ait été fait lorsque les bâtisseurs réalisèrent que l'inclinaison initiale était instable. Plutôt que d'abandonner le projet, Sneferu le mena à bien. Fort de cette leçon, il édifia la pyramide rouge avec une inclinaison régulière de 43 degrés, en calcaire rosé, réalisant ainsi la première véritable pyramide pleinement aboutie en Égypte. Ces entreprises inaugurèrent un âge d'or pour l'architecture et l'ingénierie. Les réussites et le règne stable de Sneferu préparèrent le terrain pour son fils Khéops, que les Grecs appelèrent plus tard Khéops. Khéops est surtout connu pour la grande pyramide de Gizeh, le dernier merveille survivant du monde antique. Les sources grecques et postérieures le décrivent souvent comme un souverain sévère qui contraignait son peuple au labeur, mais les découvertes archéologiques suggèrent que les ouvriers recevaient une rémunération en nature et n'étaient pas des esclaves. Ils venaient vraisemblablement de communautés agricoles lors de la crue annuelle du Nil, quand il était impossible de cultiver les champs.
Bien que certains récits dépeignent Khéops comme cruel, par exemple, l'histoire du papyrus Westcar évoquant un exploit magique, ces témoignages voulaient peut-être souligner la fascination du roi pour la sorcellerie, plutôt que prouver sa dureté. Sous le règne de Khéops, le royaume s'enrichit grâce à des expéditions militaires en Nubie et en Libye, ainsi que par le commerce avec des cités telles que Byblos. Khéops finança également des travaux d'irrigation, comme la construction d'un barrage à Wadi Garaoui pour améliorer les terres cultivables et la vie urbaine. La Grande Pyramide se construisit sur plus de 2 décennies, avec la participation d'architectes expérimentés, d'ingénieurs et d'importantes équipes de travailleurs, sous la direction du vizir de Khéops, Emyounou, qui était aussi un parent. Les couloirs intérieurs, l'orientation selon les points cardinaux et les blocs de pierre gigantesques suscitent encore aujourd'hui le débat parmi les spécialistes. Aucun texte ancien ne détaille pleinement les méthodes utilisées pour ériger une structure d'une telle ampleur. Après la mort de Khéops, un changement temporaire dans l'ordre de succession porta Djedefré au pouvoir. Il était un fils de Khéops, mais sans doute pas l'héritier prévu. On ne sait pas avec certitude qui, de Djedefré ou de son successeur et frère Khéphren, construisit la grande sphinge. La majorité des spécialistes l'attribuent à Khéphren, en partie parce que la sphinge est alignée sur le complexe pyramidal de Khéphren et semble avoir ses traits du visage, même si certains avancent qu'elle pourrait représenter Khéops. Khéphren régna un peu comme son père, consolidant la puissance dans le cercle familial. La pyramide qu'il édifia à Giza est la deuxième plus grande. Les renseignements sur sa période de règne restent limités, mais ses réalisations reflétaient probablement celles de Khéops dans les domaines militaires et économiques. Après Khéphren, il y eut un bref conflit de succession, impliquant son neveu Baka, qui ne régna pas longtemps. Puis le fils de Khéphren, Mykérinos, prit la relève. Des sources grecques et égyptiennes ultérieures brossent généralement un portrait positif de Mykérinos, soulignant son sens de la justice et sa bienveillance. La pyramide et le complexe funéraire de Mykérinos à Giza sont notablement plus petits que les 2 premiers. Cette taille réduite reflète un facteur clé de l'affaiblissement progressif de l'Ancien Empire, le manque grandissant de ressources. Il devint de plus en plus difficile de rassembler des matériaux de construction et de la main-d'œuvre à la même échelle qu'auparavant. Malgré cela, Mykérinos chercha à égaler la splendeur de ses prédécesseurs. La mort prématurée de son successeur désigné, Khouenrê, sema le trouble avant la disparition même de Mykérinos. Son héritier, Chepseskaf, acheva le complexe de Mykérinos, mais préféra se faire inhumer dans une mastaba à Saqqara plutôt que d'ériger sa propre grande pyramide. Pendant toute la 4e dynastie, et ensuite dans la 5e et la 6e, des prêtres géraient les temples et sanctuaires entourant ces pyramides, agissant presque comme de petites cités pour les vivants comme pour les morts. Giza, par exemple, formait autrefois une communauté animée de prêtres, d'artisans, de brasseurs, de marchands et de travailleurs assurant les rituels quotidiens, produisant des biens et entretenant ces vastes monuments. Les paysans, à la base de la société, cultivaient la terre le long du Nil, puis participaient aux chantiers publics en saison de crue, lorsque l'agriculture était impossible. En échange, ils recevèrent de la nourriture, de la bière et parfois un salaire. Il n'existe aucune preuve solide d'une construction des pyramides par des personnes réduites en esclavage. Bien au contraire, il semble s'agir d'Égyptiens effectuant des travaux d'État pour assurer leur subsistance et bénéficier d'une éventuelle promotion sociale. Dans cette société,
Les artisans qualifiés étaient mieux payés que la main-d'œuvre non qualifiée, et certains métiers se distinguaient davantage. Les charpentiers, qui fabriquaient tables, coffres ou chaises, pouvaient s'enrichir. Les potiers produisaient assiettes, bols et récipients pour le stockage et la vente. Les brasseurs jouissaient d'un statut particulier, car la bière constituait un aliment de base de l'alimentation égyptienne et était considérée comme un don divin. Les femmes administraient souvent des brasseries, du moins à l'époque ancienne, et la bière était si essentielle que les ouvriers de Giza en recevaient quotidiennement en ration. La vie de famille variait selon le milieu social. La plupart des mariages étaient arrangés, les filles se mariant vers l'âge de 12 ans et les garçons autour de 15 ans. Les enfants royaux pouvaient être promis dès la naissance à des monarques étrangers afin de consolider des alliances. Les activités de loisirs avaient aussi leur place dans la vie quotidienne. Les Égyptiens appréciaient divers sports tels que la balle à la main, le tir à l'arc, le tir à la corde, l'aviron, la lutte et une sorte de joute nautique sur de petites embarcations sur le Nil. Les jeux de plateau et de fastueuses fêtes rythmaient l'année, tandis que le régime alimentaire reposait principalement sur les céréales et les légumes. La viande restait rare, généralement réservée aux plus aisés. La 4e dynastie s'acheva avec Shepseskaf. La 5e dynastie, appelée la dynastie des rois soleils, apporta une réorientation envers le dieu solaire, Ré. De nombreux souverains intégrèrent alors le nom de Ré dans leur propre nom. Les 3 premiers, Userkaf, Saouré et Neferir-Kare Kakaï, furent plus tard considérés dans le papyrus Oueskar comme nés divinement. Une femme nommée Khentkaous, peut-être fille de Mykérinos, émerge aussi dans les textes avec le titre de « mère de 2 rois de Haute et Basse Égypte », mais son rôle exact demeure incertain. Elle laissa derrière elle une pyramide plus modeste à Giza, où Userkaf fit construire un vaste temple du soleil à Aboussir, signe d'un changement de stature du roi. Au lieu de se concentrer uniquement sur la pyramide du souverain, on encouragea la population à honorer plus directement Ré à travers des prêtres. Le fils d'Userkaf, Saouré, poursuivit cette dynamique en érigeant son complexe funéraire près du temple solaire. Il organisa également la première expédition navale répertoriée à destination de Punt et conclut des traités commerciaux rentables, enrichissant le royaume. Le design de son temple utilisait des colonnes en forme de stipe de palmier, un style qui fut ensuite repris dans toute l'Égypte. Sous l'autorité efficace de Saouré, l'économie prospéra, comme en témoignent les finitions soignées dans son complexe. Le fils de Saouré, Neferir-Kare Kakaï, monta sur le trône ensuite. Peu de détails subsistent à propos de son gouvernement, mais les indices révèlent que le pouvoir du clergé s'accrut encore. Il fut brièvement suivi par Néféré-Phéré, mort jeune, puis par Shepseskare. Un roi postérieur, Nayuserre-Ini, fit bâtir davantage de temples et étendit l'influence du sacerdoce. Menkauhor-Kayou lui succéda, dernier souverain dont on sait qu'il érigea un temple solaire. Puis ce fut Djedkare-Isesi qui accéda au trône, de la fin du 25e à la moitié du 24e siècle avant notre ère. Il réforma l'administration, restreignit fortement la puissance des prêtres, ne souhaitant pas bâtir de temple du soleil dédiés et réduisant les vastes bureaucraties des sanctuaires. Le dernier roi de la 5e dynastie fut Unas ou Ouennis, dont le règne est peu documenté, mais qui marque l'apparition des textes des pyramides à l'intérieur de sa tombe. Au début de la 6e dynastie, l'autorité de la couronne s'affaiblit encore davantage. Téti, le premier roi de cette nouvelle lignée,
fut assassiné par ses gardes personnels, selon certaines sources. Un acte inimaginable auparavant, lorsque la puissance royale était absolue. Son successeur, Ouserkarê, ne régna qu'un court laps de temps, avant que Pépi Ier ne prenne les rênes du pouvoir. Pendant ces règnes, l'influence des gouverneurs locaux, nommés nomarques, s'accrut considérablement, tandis que l'autorité centrale du roi déclinait. Après, Pépi Ier vint Ronmerenrê Nemtayemsaf Ier, puis Pépi II, qui monta sur le trône, enfant, et aurait régné jusque très tard, peut-être près d'une centaine d'années. Durant ce long règne, l'ancien empire sombra dans le chaos. La décentralisation s'intensifia, puisque les gouverneurs de province et les administrateurs des temples prirent les commandes. Les ressources devinrent de plus en plus difficiles à coordonner, et le gouvernement royal manquait de volonté ou de force pour réunifier le royaume. Après Pépi II, des dirigeants comme Mérenrê Nemtiemsaf II et Néferkarê, éventuellement la même personne que l'historien grec Hérodote appela reine Nitocris, n'eurent ni la puissance ni le temps nécessaire pour redresser la situation. La sécheresse et la famine qui s'ensuivit révélèrent la fragilité de l'administration du royaume. Aucun monarque fort n'émergea pour résoudre la crise, et la 6e dynastie se termina sans leadership efficace. Les nomarques locaux se préoccupèrent avant tout de leur propre région plutôt que du bien-être de toute l'Égypte. Avec l'effondrement du gouvernement central, l'ancien empire prit fin, ouvrant la voie à la première période intermédiaire. Même si des souverains ultérieurs rétablirent l'unité, l'âge d'or de l'édification des pyramides s'acheva, laissant derrière lui des monuments qui allaient captiver et inspirer l'humanité pendant plusieurs millénaires. La première période intermédiaire d'Égypte, approximativement située de la 7e jusqu'au début de la 11e dynastie, se produisit alors que la puissance centrale, à Memphis, s'affaiblissait tandis que les dirigeants provinciaux, les nomarques, réclamaient davantage d'autorité dans leurs régions respectives. Les pyramides imposantes et les immenses constructions de l'ancien empire disparurent. Sans un roi fort pour coordonner les ressources et organiser la main-d'œuvre, les grands travaux financés par l'État n'étaient plus possibles. Pourtant, à l'encontre de certaines théories antérieures, cette période ne fut pas qu'une ère sombre, de troubles, mais plutôt une époque de transformation politique, de cités-États autonomes et d'alliances changeantes. Les 7e et 8e dynasties, peu documentées, étaient vraisemblablement composées de rois mineurs dont les noms, les règnes et les actions se sont largement évanouis dans l'oubli. Peu après, une lignée de souverains installés à Héracléopolis, les 9e et 10e dynasties, revendiqua le titre de roi légitime. Au même moment, à Thèbes en Haute-Égypte, la famille d'Antef, puissante lignée de nomarques, s'opposa à la domination héracléopolitaine. Antef Ier, vers 2125 ans avant notre ère, se donna les titres de grand souverain du Nome et surveillant des prêtres, établissant ainsi une base de pouvoir qui amorça l'ascension de Thébès. Les successeurs d'Antef Ier poursuivirent l'expansion de l'influence thébaine. Mentuhotep Ier, vers 2115 ans avant notre ère, conquit les noms voisins et consolida les conquêtes antérieures. À l'époque de Mentuhotep II, surnommé plus tard le deuxième Ménès dans certaines traditions, Thèbes exerçait un contrôle solide sur un vaste territoire. Mentuhotep II
vainquit finalement Héracléopolis, unifiant ainsi le pays sous son autorité, punissant les noms ayant soutenu les rois du Nord et récompensant les partisans thébains. Une fois l'unité rétablie, Mentuhotep II s'attacha à renforcer son pouvoir, à encourager les initiatives de construction et à diriger des campagnes militaires. À sa mort, Mentuhotep III, de 2010 à 998 ans avant notre ère, poursuivit une grande partie de ce programme et dépêcha des expéditions vers la mythique terre de Punt, stimulant l'économie et l'influence de l'Égypte. Son successeur, Mentuhotep IV, régna environ 7 ans et semble avoir maintenu une gouvernance efficace, puisque le pays apparaît stable lorsqu'Amenemhat finit par accéder au pouvoir. Une inscription révèle qu'alors qu'il n'était encore que vizir, Amenemhat supervisait l'extraction de la pierre, destinée au sarcophage de Mentuhotep IV. Il se serait produit 2 prodiges, une gazelle mit base au sommet du bloc de pierre sélectionné, et une pluie inattendue fit jaillir une source d'eau. Interprétés comme des signes de faveur divine, ces présages aidèrent Amenemhat à prendre le trône. Amenemhat Ier quitta Thébès pour des raisons inconnues et fonda une nouvelle capitale à Idjtaoui, près de Memphis. Son successeur, Sésostris Ier, de 1971 à 1926 ans avant notre ère, soutint des projets de construction ambitieux, dont un temple précoce dédié à Amon à Karnak. Tous deux contenirent la puissance des nomarques et du clergé, mais favorisèrent la prospérité locale. Leur solide administration coordonna les systèmes d'irrigation, la collecte d'impôts et la main-d'œuvre, rappelant en partie l'ancien empire, sans pour autant permettre aux élites provinciales de surpasser la couronne. Progressivement, ils installèrent des nilomètres pour mesurer les crues annuelles, creusèrent des canaux et mirent en place des mesures appuyant l'agriculture. Sésostris II, de 1897 à 1878 ans avant notre ère, poursuivit cette politique et transforma la région du Fayoum en centre agricole florissant, en érigeant des digues et des canaux depuis le lac Mohéris. On lui doit également la chapelle blanche, dont les inscriptions décrivent les noms de cette période, fournissant une ressource historique précieuse. La corégence, par laquelle un héritier régnait conjointement avec le roi en place, commença vraisemblablement sous Amenemhat II et Sésostris II, assurant une transition de pouvoir en douceur. Sésostris III, de 1878 à 1860 ans avant notre ère, devint le plus renommé des rois guerriers du Moyen Empire et fut même divinisé avant sa mort. Ses campagnes militaires atteignirent la Nubie, où il fortifia les régions frontalières et développa le commerce. Il entreprit également une expédition en Palestine, augmentant encore la prospérité de l'Égypte grâce aux échanges commerciaux. Les monuments et les écrits le présentent comme un monarque énergique et déterminé, incarnant l'idéal égyptien de la puissance martiale. Amenemhat III, qui succéda à Sésostris III, se focalisa sur des projets d'irrigation à grande échelle et des constructions, plutôt que sur de grandes guerres. Il bâtit l'imposant complexe funéraire de Hawara, surnommé plus tard le labyrinthe par des visiteurs grecs. Des papyrus et des représentations sur les tombes de cette époque décrivent en détail les cycles agricoles, depuis la préparation des champs, après la crue, jusqu'à la plantation de céréales, de fruits et de légumes.
Des engins tels que le chadouf, un levier à contrepoids servant à puiser l'eau, permirent d'irriguer de plus petites parcelles et des jardins, reflétant une connaissance évoluée de l'ingénierie hydraulique. Sous le règne d'Amenemhat le IV, de 1815 à 1807 ans avant notre ère, l'Égypte demeura prospère grâce à des échanges commerciaux et militaires répétés, en particulier dans la région du Levant. Cependant, sa mort laissa le pays sans héritier mâle direct. Le pouvoir passa alors à Sobekneferu, de 1807 à 1802 ans avant notre ère, peut-être sœur d'où épouse d'Amenemhat le IV, faisant d'elle l'une des premières souveraines attestées de façon historique. Quand elle mourut elle aussi sans enfant, la lignée s'éteignit, ouvrant la voie à une nouvelle dynastie. Ainsi s'acheva la 12e dynastie, célèbre pour ses rois puissants et ses accomplissements de grande envergure. La 13e dynastie conserva formellement les orientations du Moyen Empire, mais manqua de la même autorité personnelle. Bien que le pays soit resté uni un certain temps, le pouvoir central s'étiola peu à peu, surtout en Basse-Égypte. Bientôt, des populations étrangères arrivèrent, la situation économique changea et une nouvelle phase de l'organisation politique de l'Égypte se prépara. Cette transition allait conduire à la deuxième période intermédiaire, dans laquelle de nouvelles puissances allaient rivaliser pour le contrôle de la vallée du Nil. La deuxième période intermédiaire en Égypte commença lorsque l'autorité de la 13e dynastie s'affaiblit et que la cour royale se déplaça d'Ixtwi à Thébès, en Haute-Égypte, ce qui réduisit l'influence des souverains dans le nord. Ce changement rendit la région du delta de plus en plus vulnérable. Dès le début de la 12e dynastie, le roi Amenemhat le Ier avait fondé l'établissement de Houtouaret dans l'extrême nord, plus tard connu sous le nom d'Avaris. Cette localité se développa en un pôle commercial florissant, doté d'un accès à la mer et de routes terrestres menant vers le Sinaï et plus à l'est. Au fil du temps, un commerce dynamique et des arrivées de population entraînèrent un afflux de peuples sémitiques à Avaris. Ces groupes devinrent suffisamment riches et puissants pour s'emparer de l'administration locale. Les Égyptiens les appelaient Heka Chassewet ou Hyksos, mais les origines exactes de ces nouveaux venus restent obscures. De plus anciennes théories, qui expliquaient leur présence par de vastes invasions ou migrations depuis des contrées aryennes lointaines, sont aujourd'hui démenties, même si les Égyptiens qualifiaient tout étranger à l'est de leurs frontières de asiatique, un terme général couvrant des régions de la Levantine jusqu'à la Mésopotamie. À la fin de la 13e dynastie, les dirigeants égyptiens négligèrent à la fois les frontières nord et sud. Ils avaient initialement bâti des fortifications en Nubie, mais lorsque les approvisionnements et renforts cessèrent, les soldats stationnés là-bas s'installèrent définitivement. Progressivement, le royaume de Kouch, dont la capitale se trouvait à Kerma, gagna en puissance et finit par détruire ou s'emparer de plusieurs forts frontaliers de l'Égypte. Au nord, les Hyksos étendirent progressivement leur domination à partir d'Avaris, forgeant des alliances avec des gouverneurs locaux en Basse-Égypte et devenant une force politique majeure. Ils adoptèrent divers aspects de la culture égyptienne, langue du pays, coutumes et divinités, tout en préservant une grande part de leur propre héritage. À ce stade,
Les rois égyptiens dont les noms apparaissent dans des documents datant du milieu à la fin de la XIIIe et de la XVIe dynastie sont souvent d'origine non égyptienne. La lignée Hyksos elle-même forma la XVe dynastie, gouvernant une partie de la Basse-Égypte depuis Avaris. Ils confièrent à des Égyptiens de haut poste et mêlèrent les croyances autochtones à leurs traditions. Leur chef le plus célèbre, Apépi, nommé également Apophis, adopta un nom lié au serpent ennemi du dieu solaire Ré. Pendant ce temps, la Nubie au sud poursuivait sa montée en puissance, plaçant Thébès, autrefois le cœur des 11e et 12e dynasties, dans une position coincée entre les territoires Hyksos au nord et les terres nubiennes au sud. Selon une tradition postérieure, Apépi envoya un message au souverain thébain, Sekenenre-Tao, lui réclamant de mettre fin à la chasse à l'hippopotame près de Thébès au prétexte que ces animaux perturbaient son sommeil. La pratique en question faisait peut-être partie des cérémonies thébaines que les Hyksos jugeaient offensantes, puisqu'ils vénéraient le dieu Seth et incluaient les hippopotames dans leurs rites. Sekenenre-Tao refusa et marcha vers le nord pour affronter les Hyksos. Son corps, découvert plusieurs siècles après, présente de graves blessures de combat, indiquant qu'il fut probablement tué en affrontement, et Thébès subit une défaite. Le fils de Tao, Kamosé, hérita du conflit. Des indices épigraphiques montrent qu'il déplorait de devoir payer des tributs à des souverains étrangers, dans le nord comme dans le sud. Et il organisa une attaque contre Avaris, prétendant avoir ravagé la cité si durement qu'il laissa ses femmes stériles et en ruine. Pourtant, il apparaît que les Hyksos conservèrent la mainmise sur la Basse-Égypte un certain temps par la suite, suggérant que la victoire de Kamosé fut incomplète. Après la mort de Kamosé, son frère Ahmosis le Ier monta sur le trône. Il relança les hostilités, chassa en définitive les Hyksos d'Égypte, anéantit Avaris et les pourchassa en direction des terres du Levant. Là-bas, il les assiégea à Charouen, dans le sud de la Palestine, durant plusieurs années avant qu'ils ne s'enfuient à nouveau, sans laisser de traces claires de leur destin. Ahmosis le Ier émergea triomphant, fondant la 18e dynastie et inaugurant le Nouvel Empire, une époque de prospérité retrouvée et d'expansion impériale. Pour éviter de futures dominations étrangères, Ahmosis le Ier et ses successeurs mirent en place une armée permanente et professionnelle, prête à mener des campagnes au-delà des frontières égyptiennes. Le pays, jusque-là divisé, entrait alors dans une ère marquée par une architecture monumentale, un commerce développé et une forte puissance militaire. Les événements de la deuxième période intermédiaire, c'est-à-dire l'occupation étrangère et la fragmentation interne, contribuèrent en fin de compte à renforcer le pouvoir qui caractérisa le Nouvel Empire, empêchant que l'Égypte ne retombe de sitôt sous une domination extérieure. Ahmosis le Ier fonda le Nouvel Empire vers 1539 jusqu'à 1077 ans avant notre ère, en repoussant les Hyksos et en protégeant plus solidement les frontières de l'Égypte que ne l'avaient fait ses prédécesseurs de la deuxième période intermédiaire. Il comprit que les Hyksos avaient principalement acquis le contrôle parce que des rois plus anciens leur avaient permis de s'installer et de prospérer dans la partie nord du delta. Dès le début de son règne, il fortifia donc des villes stratégiques, sécurisa les zones à risque et réorganisa l'armée ainsi que l'administration, une fois les Hyksos chassés d'Avaris
Il les poursuivit en Palestine et en Syrie, tout en menant simultanément des opérations contre le royaume de Couch en Nubie. Lors de sa mort, l'Égypte était stable, prospère et fortement unifiée, une situation qui profita à son successeur, Amenhotep Ier, environ 1541 à 1520 ans avant notre ère. Amenhotep, le premier imita les idéaux martiaux de son père, bien que les preuves suggèrent qu'il s'implanta surtout en Nubie. On ignore s'il mena également des incursions en Palestine ou en Syrie, mais ces régions demeurèrent sécurisées durant son règne, laissant penser soit à une vigilance militaire continue, soit à de solides relations diplomatiques. Au décès d'Amenhotep Ier, Thoutmôsis Ier, environ 1520 à 1492 ans avant notre ère, lui succéda et étendit encore davantage l'influence de l'Égypte. Peu après son avènement, il réprima une révolte en Nubie, tuant lui-même le chef nubien et exposant son corps sur son navire pour dissuader les rebelles. Il poussa ensuite encore plus vers le sud, afin de consolider la domination égyptienne en Couche, avant de tourner son attention vers le Proche-Orient. À l'image de ceux qui l'avaient précédé, il investit lourdement dans la construction. Il agrandit le temple de Karnak à Thébès et érigea d'autres monuments à travers le pays. Thoutmôsis II, environ 1492 à 1479 ans avant notre ère. Son fils et héritier demeure une figure assez énigmatique. Son règne s'effaça rapidement au profit de l'autorité imposante de sa demi-sœur et épouse, Hatshepsout, environ 1479 à 1458 ans avant notre ère. Bien que Thoutmôsis II ait eu un fils, Thoutmôsis III, avec une épouse mineure, Hatshepsout était la tante et la belle-mère de l'enfant. À la mort de Thoutmôsis II, elle devint régente. En pratique, elle fut la figure dominante de la corégence. Hatshepsout exerça une profonde influence sur l'Égypte. Elle organisa des missions commerciales fructueuses, dont sa fameuse expédition au pays de Punt, et supervisa d'amples projets de construction. Elle rénova et agrandit le complexe du temple à Karnak, érigea de hauts obélisques en l'honneur du dieu Soleil, et fit bâtir son temple funéraire à Deir el-Bahari, souvent admiré pour son élégance et ses innovations architecturales. En dépit de l'efficacité de son gouvernement, des pharaons postérieurs s'efforcèrent d'effacer Hatshepsout des archives officielles. Son nom fut gratté sur divers monuments, ses représentations altérées. L'une des raisons plausibles en est un retour idéologique à un pouvoir strictement masculin, une fois que Thoutmôsis III, environ 1458 à 1425 ans avant notre ère, assuma l'intégralité des responsabilités royales. À la mort d'Hatshepsout, Thoutmôsis III hérita d'un royaume solide et prospère et lança une ambitieuse suite d'au moins 17 campagnes militaires au cours d'une vingtaine d'années. Il fit usage du char de guerre, d'armes de bronze, ainsi que de tactiques nouvelles, initialement empruntées aux Hyksos, mais perfectionnées par l'inventivité égyptienne pour étendre les frontières de l'Égypte. Depuis Thèbes, il élargit sa domination aussi loin au sud qu'à Bouhen et pénétra profondément le Proche-Orient, traçant la base d'un empire égyptien. L'une des victoires les plus illustres de Thoutmôsis, le troisième eut lieu à Megiddo. Le dirigeant de Kadesh, tablant sur la possible faiblesse d'un roi encore jeune, fomenta une révolte en Canaan, rassemblant une coalition de forces locales. Or, la marche rapide de Thoutmôsis, le troisième au nord, surprit les rebelles,
surtout parce qu'il conduisit son armée par un défilé étroit près d'Aruna. Ce coup audacieux plaça ses troupes derrière les lignes ennemies, semant la panique chez les coalisés, qui se réfugièrent à Megiddo. Les Égyptiens en firent alors le siège jusqu'à la chute de la ville. Un scribe et officier, nommé Tanouni, souvent mentionné sous la forme Djaneni, relata ces événements de manière si marquante que Thoutmôsis, le troisième, les fit graver sur les murs du temple à Karnak. Thoutmôsis, le troisième, continua à soumettre les États du Levant, dont la Syrie et des parties de Mitanni, assurant ainsi la prépondérance de l'Égypte dans l'est de la Méditerranée. À la mort de Thoutmôsis, le troisième, son fils Aménophis, le deuxième, environ 1425 à 1400 ans avant notre ère, régna sur un royaume stable. Moins conquérant que son père, il mena malgré tout quelques campagnes secondaires. Il misait sur la construction, la diplomatie, les traités commerciaux et le renforcement des liens avec Mitanni. Thoutmôsis, le quatrième, environ 1400 à 1390 ans avant notre ère, poursuivit ses politiques et, selon une inscription fameuse appelée la stèle du rêve, légitima son autorité à travers une rencontre divine avec la grande sphinge de Gizeh. Bien qu'il fût le fils légitime d'Aménophis le deuxième, certains supposent qu'il usurpa la couronne, car l'inscription suggère un destin particulier. Thoutmôsis, le quatrième, restaura des parties de la sphinge, ainsi que les temples de Gizeh, maintenant ainsi la vénération pour ce monument gigantesque. Aménophis, le troisième, environ 1386 à 1353 ans avant notre ère. Le fils de Thoutmôsis, le quatrième, présida à l'une des plus fastueuses périodes de l'histoire égyptienne. Une stabilité politique, d'abondantes richesses issues des tribus et du commerce, et une administration fortement centralisée lui permirent de promouvoir une efflorescence artistique et architecturale sans précédent. Aménophis, le troisième, construisit des palais, agrandit des temples, éleva d'innombrables statues et embellit les sites sacrés déjà existants à travers le pays. Son règne vit aussi l'émergence du clergé d'Amon comme une puissante institution, acquérant de vastes domaines et des ressources conséquentes, rivalisant même avec la couronne. Pour contrebalancer cela, Aménophis, le troisième, soutint le culte d'Aton, une manifestation relativement secondaire du soleil, bien que ses efforts pour réduire le pouvoir d'Amon n'aient été que partiels. Ils sortirent toutefois Aton de l'ombre et préparèrent les changements religieux qui allaient suivre. Aménophis, le quatrième, environ 1353 à 1336 ans avant notre ère. Plus tard, renommé Akhenaton, est connu pour avoir fait du culte d'Aton quasi une religion d'État. Il ferma d'autres temples, notamment ceux d'Amon, et interdit l'ancienne adoration de plusieurs dieux. Dans la 5e année de son règne, il transféra la capitale de Thèbes vers un nouveau site à Akhetaton, dans l'actuel Amarna. Là, il lança une révolution artistique et culturelle appelée la période amarnienne, marquée par un art plus naturaliste et des représentations plus ouvertes de la vie royale. Néfertiti, son épouse principale, occupa une fonction essentielle dans cette nouvelle structure religieuse. On la voit sur de nombreux reliefs aux côtés du roi, et son célèbre buste, attribué au sculpteur Thoutmôsis, demeure l'un des symboles les plus familiers de l'Égypte ancienne. À la mort d'Akhénaton, le jeune Toutankhaton, environ 1336 à 1327 ans avant notre ère, hérita d'un royaume en plein tumulte.
Âgé d'à peine 9 ans, il rétablit vite l'ancien culte des dieux et rouvrit les temples fermés. Il changea son nom en Toutankhamon, soulignant le retour du pays à la vénération d'Amon et marquant la fin du monothéisme officiel. Toutankhamon déplaça de nouveau le siège administratif vers le nord, à Memphis, bien que Thébès ait gardé un rôle cérémoniel. Il mourut aux alentours de 18 ans, ne laissant aucun descendant. Sa demi-sœur, Ankhésénamon, apparaît brièvement dans la documentation politique, peut-être en quête de renforcer son propre pouvoir ou en quête d'alliances étrangères pour se protéger. Le viziraï monta alors sur le trône, vers 1324 à 1320 ans avant notre ère. Ensuite, Ankhésénamon ne figure plus dans les sources. À la fin du bref règne d'Aï, la souveraineté passa à Horemheb, environ 1320 à 1295 ans avant notre ère. Un ancien général qui effaça systématiquement l'héritage des rois amarnéens, éliminant le nom d'Akhénaton et détruisant ses temples. Horemheb revint à la religion traditionnelle, rétablit des alliances extérieures, rénova des temples abandonnés et réaffirma l'influence égyptienne hors de ses frontières, sans retrouver pour autant la splendeur dont le pays jouissait sous Aménophis le troisième ou Thoutmosis le troisième. Horemheb mourut lui aussi sans enfant et désigna son vizir Paramessou comme héritier. Ce vizir devint Ramsès le Ier, environ 1295 à 1294 ans avant notre ère, inaugurant la 19e dynastie. Ramsès le Ier était déjà âgé et ne régna que brièvement, permettant à son fils et successeur attitré, Séti le Ier, environ 1294 à 1279 ans avant notre ère, de prendre en main la majeure partie de l'exercice du pouvoir. Séti le Ier procéda à des réformes de grande envergure, stabilisa les territoires égyptiens à l'étranger et commença à restaurer des monuments laissés à l'abandon. Il poursuivit également les grands agrandissements du temple de Karnak, démarré plusieurs générations plus tôt, et raviva le prestige de l'Égypte. Mais c'est son fils, Ramsès le II, environ 1279 à 1213 ans avant notre ère, qui régna 67 ans, qui redéfinit véritablement cette période. Ramsès le II, surnommé Ramsès le Grand, fit bâtir en abondance, faisant ériger des statues colossales à son effigie et de somptueux temples. Son nom est inscrit presque partout, depuis la Nubie au sud jusqu'à des sites situés au nord. Parmi ses réalisations les plus notoires figurent les temples rupestres d'Abou Simbel, conçus pour magnifier son règne et impressionner les peuples voisins. Ramsès le II est également renommé pour la bataille de Kadesh, environ 1274 ans avant notre ère, contre l'Empire hittite, devenu un rival régional. Accompagné d'au moins 4 divisions, soit environ 20 000 hommes, Ramsès le II marcha vers le nord pour repousser les Hittites et, si possible, s'emparer de Kadek. Cependant, des espions hittites l'induisirent en erreur en lui faisant croire que la principale armée hittite se trouvait très loin. La première division de Ramsès avança trop vite et se retrouva isolée du reste du contingent égyptien face à la charge des chars hittites. Seule l'arrivée soudaine de renforts égyptiens sauva la situation. Bien que l'expédition n'aboutit pas à la capture définitive de Kadesh, Ramsès le II s'auto-proclama vainqueur, proclamant ses hauts faits héroïques sur les parois de ses temples. La version hittite, qui nous est parvenue par leurs archives, présente toutefois un scénario différent, dans lequel Mouatali le II aurait conservé la cité. Malgré cela, les deux empires se rendirent compte
de l'innité d'une guerre sans fin. Finalement, Ramsès II conclut un traité de paix avec les Hittite, l'un des premiers accords officiels de ce genre dans l'histoire écrite. Il assura ainsi la sécurité de la frontière nord de l'Égypte, abaissa les dépenses militaires et instaura des relations commerciales stables. Lorsque Ramsès II mourut, l'un de ses fils cadets, Meremptah, accéda au trône, la plupart des autres descendants de Ramsès, le deuxième étant déjà décédé. Meremptah, environ 1213 à 1203 ans avant notre ère, lutta contre des invasions venues de Libye et repoussa des assaillants souvent qualifiés de peuples de la mer. Dans ses inscriptions, notamment sur la stèle de Meremptah, il mentionne un peuple appelé Israël, constituant la plus ancienne référence égyptienne connue à son sujet. Après Meremptah, la 20e dynastie rencontra des difficultés croissantes. Ramsès III, environ 1186 à 1155 ans avant notre ère, est parfois qualifié de dernier grand monarque du Nouvel Empire. Il imita d'anciens pharaons guerriers, luttant avec force contre des vagues de peuples de la mer qui avaient ravagé certaines parties de la Méditerranée orientale. Bien que Ramsès III revendiqua des victoires majeures, ces conflits vidèrent considérablement le trésor égyptien. Dans le village de bâtisseurs de tombes de Deir el-Médineh, les ouvriers ne furent plus payés, ce qui déclencha la première grève connue de l'histoire. Le roi dut aussi faire face à des querelles internes, qui aboutirent à un complot funeste orchestré par une épouse mineure. Ses successeurs, Ramsès IV, Ramsès V et Ramsès VI, tentèrent de maintenir l'empire mais manquaient de ressources. Les règnes de Ramsès VII, Ramsès VIII, Ramsès IX, Ramsès X et Ramsès XI accompagnèrent un effilochement régulier de l'État. Tout au long de ces règnes tardifs, les grands prêtres d'Amon à Thébès acquirent d'immenses richesses et pouvoirs administratifs, rognant peu à peu l'autorité royale. À la fin du Nouvel Empire, l'unité forgée par Ahmosis Ier s'était érodée. Les rivalités entre la monarchie et le clergé s'intensifièrent, et les menaces extérieures demeurèrent largement négligées. À la mort du dernier pharaon issu de la lignée des Ramsès, Ramsès XI, qui ne put inverser la déchéance de l'Égypte, le pays s'engouffra dans une nouvelle ère de fragmentation. Des prêtres d'Amon et des chefs locaux se disputèrent la prééminence, amorçant ce que les chercheurs modernes appellent la troisième période intermédiaire. Ainsi, durant près de 5 siècles, le Nouvel Empire vit quelques-unes des réalisations les plus illustres de l'Égypte, de vastes conquêtes militaires, des œuvres d'art et une architecture remarquable, un réseau commercial étendu et la transformation opérée sous la révolution amarnienne. Cependant, il s'acheva aussi sur une faiblesse interne et une désagrégation progressive de la puissance centrale, préparant un long intervalle de changements politiques et d'influences étrangères. Malgré sa fin déclinante, le Nouvel Empire demeure une période emblématique de la civilisation égyptienne, représentée par des noms légendaires comme Hatshepsut, Thoutmôsis III, Aménophis III, Akhenaton, Toutankhamon et Ramsès II. Smendès, environ 1077 à 1050, et un an avant notre ère, devint souverain de la Basse Égypte
après avoir inhumé Ramsès le XIe, revendiquant ainsi le droit de régner. Il déplaça la capitale de Père Ramsès à Tanis, mais à ce moment-là, les prêtres thébains exerçaient un pouvoir conséquent en Haute-Égypte. En dépit de cette partition, aucune guerre civile importante n'éclata. Smendès gouvernait essentiellement dans le delta, tandis que le grand prêtre Héricor, environ 1080 à 1074 ans avant notre ère, contrôlait Thébès. Dans les faits, l'Égypte se trouvait divisée. Les gouverneurs locaux prenaient de l'importance, et ni Tanis ni Thébès ne dominaient l'ensemble du pays. Plus tard, sous l'impulsion de Libyens, la 22e dynastie apparut, menée par Shéshank Ier, environ 943 à 922 ans avant notre ère. Après avoir réuni l'Égypte, il lança des campagnes militaires, rappelant les conquêtes du Nouvel Empire. Il remania l'administration de Tanis et mit fin à la transmission héréditaire des charges sacerdotales à Thébès, nommant plutôt des grands prêtres et des épouses du dieu Amon par décret royal. Ainsi, il redressa l'économie égyptienne, mais après le règne d'Osorkon II, vers 872 ans avant notre ère. Le pays se fragmenta à nouveau en royaumes plus restreints, dont les capitales se trouvaient à Héracléopolis, Tanis, Memphis et dans d'autres cités. Bien plus au sud, le roi couchite Kashta, environ 750 ans avant notre ère, appréciait tant la culture égyptienne qu'il a égyptianisé sa capitale à Napata. Son fils, Piye, environ 747 à 721 ans avant notre ère, marcha alors vers le nord, conquérant la Haute-Égypte comme la Basse-Égypte, bien qu'il ait par la suite maintenu les souverains du delta à leur poste. Ces dissensions affaiblirent les défenses de l'Égypte, réduisant les zones tampons antérieures face aux territoires voisins. Les gains précédents de Shéshank Ier avaient rapproché la frontière égyptienne de celle des Assyriens, limitant fortement les possibilités de manœuvre. À l'époque de la 26e dynastie, Psamétique Ier restaura la splendeur d'autrefois, grâce à des réalisations architecturales ambitieuses, des réformes militaires et une meilleure gouvernance. Son fils, Nécho II, environ 610 à 595 ans avant notre ère, poursuivit ses orientations, faisant appel à des mercenaires grecs pour améliorer la force navale égyptienne, traditionnellement peu développée. Amasis, le deuxième, réforma encore la gestion budgétaire de l'État, relança l'économie et mena des campagnes qui redonnèrent de l'élan à l'Égypte, lui offrant une prospérité retrouvée et des frontières sûres. Le successeur d'Amasis, le deuxième, Psamétique III, se retrouva confronté à une grave menace. Le roi perse Cambyse II avait réclamé une princesse égyptienne, mais Amasis, désireux de ne pas obéir directement, envoya à la place la fille d'un roi déchu. S'estimant offensé lorsque celle-ci révéla sa véritable identité, Cambyse II jura de se venger. Ce conflit diplomatique préfigura le prochain chapitre de l'histoire égyptienne, alors que les troupes perses progressaient pour s'emparer de la terre, autrefois dirigée par les pharaons et les prêtres. Darius monta sur le trône Achéménide en l'an 522 avant notre ère, héritant du domaine de Cambyse II ainsi que d'une Égypte agitée. Contrairement à son prédécesseur, Darius souhaitait administrer efficacement l'Égypte même en son absence. Il visita plusieurs fois le pays.
finança la reconstruction de temples endommagés et dédia de nouveaux sanctuaires à l'honneur des dieux égyptiens. Conformément à la politique perse, il se montra tolérant envers les cultes locaux, ce qui lui valut une plus grande considération que celle obtenue par Cambyse le deuxième. Pourtant, sous Xerxès le premier, environ 486 à 465 ans avant notre ère, les efforts de la Perse se concentrèrent sur la seconde invasion de la Grèce. Après les défaites de Salamine et de Platée, Xerxès le premier misa plutôt sur des travaux de construction et la vie de cour, négligeant largement la situation en Égypte. Artaxerxès le premier, environ 465 à 424 ans avant notre ère, succéda à Xerxès le premier et se heurta à la première insurrection majeure de l'Égypte, dirigée par Inaros le deuxième, supposément descendant de Psamétique le cinquième, avec l'appui d'Athènes, de 460 à 454 ans avant notre ère. Bien que les Perses finirent par vaincre cette révolte, celle-ci souligna l'opposition continue des Égyptiens face à la domination étrangère. Néanmoins, la Perse ne parvint pas à effacer totalement les traditions égyptiennes. La religion, l'art et l'administration survécurent, et des dirigeants locaux retrouvèrent brièvement le pouvoir. La 30e dynastie redonna vie à une partie de la gloire des pharaons en construisant des monuments et des temples à l'image de leurs prédécesseurs, jusqu'à ce que les Perses imposent à nouveau leur contrôle. Au cours du IVe siècle avant notre ère, Philippe le deuxième de Macédoine, environ 359 à 336 ans avant notre ère, unifia les cités-États grecs sous son autorité et prépara l'invasion de la Perse. À son assassinat, son fils Alexandre reprit le commandement des forces macédoniennes. Pendant ce temps, les derniers rois égyptiens de souche de la 30e dynastie s'efforcèrent de défendre leurs terres et de perpétuer l'héritage royal antique, laissant des structures imposantes, évoquant les pharaons d'antan. Même si beaucoup perçoivent cette basse époque comme la fin de la souveraineté égyptienne, elle ne marqua pas la fin de la civilisation égyptienne. Le Nil demeurait vital et vénéré par la population. Les fêtes saisonnières et les coutumes persistèrent, associant le nouveau à l'ancien. Leur cuisine reposait toujours sur les aliments de base traditionnels, et le copte, une forme évoluée de la langue ancienne, est encore employé dès aujourd'hui lors de rites religieux et dans certains dialectes régionaux. Les Égyptiens modernes protègent fièrement cet héritage. Ils organisent des cérémonies fastueuses, comme la procession des momies royales au Caire, et restaurent des sites tels que l'allée des Sphinx à Luxor. La construction de nouvelles villes et de routes fait croître le commerce, tandis que les archéologues dénichent sans relâche des trésors, suscitant l'intérêt mondial, ainsi que la découverte, il y a un siècle, du tombeau de Toutankhamon. Par son charme intemporel et sa riche histoire, l'Égypte continue d'émerveiller et d'inspirer les peuples du monde entier, se dressant comme un pont extraordinaire entre un passé lointain et l'époque moderne.